Bienvenue à Belles Lettres, cette émission qui vous introduit dans l'univers de la beauté et de la connaissance. Pour cette émission, je reçois pour vous le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi, professeur à la faculté de philosophie de l'Université catholique du Congo et professeur au département de philosophie de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Je vous invite à les découvrir à travers cet élément. Frédéric Bienvenu Mabassi Bakabana est docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo. Il est également licencié en relations internationales de l'Université de Kinshasa, professeur au département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale, aussi professeur à temps partiel aux universités Congo, Loyola, Saint-Augustin de Kinshasa, William Booth et au Grand Séminaire Saint-Kagwa. Frédéric Bienvenu Mabassi a été secrétaire général administratif de l'Université pédagogique nationale de 2015 à 2018. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles en épistémologie et en philosophie des sciences et a comme champ de recherche conditions de l'appropriation des sciences et des technologies en Afrique. Comme ouvrage, il a publié Sciences et philosophie en Afrique, enjeux et repères d'une philosophie à l'âge de la science, l'invention des possibles, la rationalité technoscientifique face aux défis du sous-développement en Afrique subsaharienne. Comme directeur de publication, il a écrit Technosciences, savoir endogène et forme de vie spirituelle, mélange en mémoire du professeur Gérard Bouakassa Touloukia Passo. Et comme co-auteur, Frédéric Bienvenu Mabassi a écrit Lutumba Simaro, les sphinx de la musique africaine. Invité des Belles Lettres, Frédéric Bienvenu Mabassi, qui définit la rationalité comme la capacité à résoudre des problèmes, invite les États africains à s'approprier les sciences et les technologies. Pour lui, les dirigeants africains devront intégrer dans leur programme les sciences et technologies comme moyen de développement. La République démocratique du Congo particulièrement devra appliquer les textes ratifiés, tels celui de l'UNESCO qui affecte 3% du budget à la recherche scientifique et technologique. L'appel est donc lancé aux Africains de cesser d'être des consommateurs émerveillés pour devenir des participants à l'aventure de la production des sciences et technologies. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Laurent Kalombo. Bienvenue à Belles Lettres. Merci de m'avoir invité. Je suis très honoré par votre invitation. Vous êtes docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo, licencié en relations internationales de l'Université de Kinshasa, puis professeur de philosophie à l'Université catholique du Congo et à l'Université pédagogique nationale. C'est bien cela, oui. Professeur, au vu de la beauté du langage philosophique, cette beauté qui est perceptible à travers l'agencement harmonieux des concepts, peut-on dire que la philosophie fait partie de Belles Lettres? Oui, la philosophie, en tant que constituée de textes, Oui. que ce texte soit écrit Oui. ou qu'il soit oraux, effectivement, elle fait partie des Belles Lettres. Même si la philosophie ne se réduit pas aux Belles Lettres, mais elle fait partie justement des Belles Lettres, en tant qu'elle se présente dans un texte, que ce texte soit oral ou qu'il soit écrit. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui rapproche ces deux disciplines, la philosophie et la littérature? Oui, je crois que fondamentalement, c'est le caractère textuel. La philosophie se présente dans un texte. Oui. Et tout en se présentant dans un texte, elle veut être bien présentée. Ce texte se veut être bien écrit et il se veut en fait artistique, ce qui d'ailleurs confère à la philosophie une dimension artistique certaine. Donc c'est en tant que la philosophie se présente dans un texte, Oui. un texte qui se veut beau, qu'il soit oral ou qu'il soit écrit, ce texte philosophique se veut beau. Et en tant qu'il recherche également la beauté comme dimension, comme caractéristique secondaire,
Eh bien, la philosophie se rapproche de la littérature en tant que telle. La philosophie est une littérature. Il y a une littérature philosophique. Oui. N'est-ce pas aussi le fait que toutes les deux sont le produit de l'homme désireux de trouver les réponses aux questions essentielles? Oui, sans doute. Cela le rapproche également oui. par le fait que la littérature, comme la philosophie, sont des quêtes de réponses aux problèmes existentiels auxquels l'homme fait face. Même si je serais tenté de dire que la littérature en tant que telle, c'est-à-dire en dehors de la littérature philosophique, si la philosophie est effectivement une réflexion sur l'existence humaine, oui. J'ai toujours l'impression que la littérature en tant qu'art, oui. et je l'appellerais plutôt un antidestin. J'aime qualifier la littérature d'être un antidestin. Pourquoi? Dans la mesure où la littérature est une façon de, pour l'homme, de mettre en scène son existence et en même temps de l'assumer. En fait, vous savez que ce qui caractérise fondamentalement le destin, c'est le fait qu'on ne le choisit pas. Tout à fait. Voilà, nous n'avons jamais choisi d'exister. Nous découvrons à un moment donné que nous sommes dans l'existence. Oui. Et donc on peut dire que l'existence est un destin. C'est que ce qui nous est arrivé sans nous. Mais que nous sommes obligés d'assumer dès lors que nous prenons conscience que nous sommes là. Et l'une des façons par lesquelles l'homme assume cette existence, oui. c'est justement la littérature. Et j'aime justement appeler la littérature l'expression de l'antidestin. Parce que c'est une façon justement d'assumer une existence dans laquelle nous nous trouvons sans nous. Vous avez parlé de destin. Est-ce qu'il y a une différence entre destin et destinée? Oui. Le destin, en fait, j'allais presque simplement dire ce que la nature a fait de nous, sans l'avoir choisi. Le fait que nous nous retrouvons dans ce que la nature a fait de nous. Le destin est subi, alors que la destinée est voulue. C'est ce que nous décidons de faire de ce que la nature a fait de nous. Et donc, c'est cela. La destinée, elle est voulue. En tout cas, elle se choisit, alors que le destin est subi, comme vous l'avez si bien dit. Quel rapport la philosophie entretient-elle avec la littérature, à travers l'histoire? À travers l'histoire, les relations entre la philosophie et la littérature ont toujours été très serrées, très serrées. Il y a d'ailleurs des philosophes chez qui on a du mal à établir une différence entre le philosophe et l'homme de lettres en tant que tel. Hein. Il y a des grandes figures, je vous citerai par exemple Jean-Paul Sartre, oui. Qui a d'ailleurs eu, même s'il l'a décliné, qui a eu les prix Nobel de littérature, même s'il l'a décliné. Bergson, qui a eu... Bergson également. Mais également dans l'histoire, vous avez des philosophes qui, tout en étant philosophes, ont présenté leurs pensées dans des textes tellement beaux qu'en fait, quand vous les lisez, vous êtes un peu comme pris au piège. Oui. Pris au piège de la beauté de l'expression, de la beauté du texte, au point que justement, vous pouvez perdre de vue la pensée qui est derrière ce texte. C'est des philosophes comme Platon. Vous savez, les textes de Platon, les dialogues de Platon sont d'une telle beauté qu'en fait, c'est des chefs-d'œuvre de littérature également. Nous avons également des textes d'un Thomas d'Aquin, oui. Thomas d'Aquin, des textes d'une telle beauté qu'on a même qualifié les textes de Thomas d'Aquin d'être une architecture. Tellement les textes étaient si bien organisés qu'effectivement, lorsqu'on les lit, on est émerveillé par la beauté du style. Et plus récemment, je vous évoquerai un philosophe comme Nietzsche. Nietzsche, oui. Voilà, dont le texte philosophique lui-même est d'une telle beauté qu'effectivement on peut être pris au piège de la beauté et ne peut-être pas suivre le côté proprement pensé de ces auteurs. Donc il y a des relations très étroites entre la philosophie et la littérature, mais il faut éviter justement de réduire la philosophie à une simple littérature. Parce que fondamentalement, au-delà de la beauté du texte que la philosophie présente, il y a la pensée,
l'argumentation qui doit toujours être mise en première ligne, quoi. Les œuvres de Platon sont de grandes œuvres littéraires. Oui. Mais comme je ne comprends pas comment Platon est quelque part contre les littéraires. Oui. Il a proposé même d'exclure Oui. le poète de la cité idéale. Pourquoi? Oui. En fait, la philosophie et la littérature, et la philosophie et l'art en général, Oui. ont toujours eu des relations, j'allais dire, marquées par deux tendances, apparemment opposées. Il y a la méfiance, Oui. mais il y a aussi la fascination. Donc, l'art, que ce soit la littérature, évidemment, en fait partie, et la philosophie ont toujours été marquées par cette relation de méfiance et de fascination. En fait, pourquoi Platon s'en prend aux artistes, et notamment aux poètes, oui. jusqu'à demander qu'ils soient exclus de la République qu'il était en train de construire? Ouais. Eh bien, simplement parce que, pour Platon, les artistes sont des menteurs. Comment ça? C'est très fort. Voilà, pour Platon, les artistes sont des menteurs. Oui. Ils créent de l'illusion. Parce qu'en fait, lorsque le poète compose un poème et éventuellement le déclame, il n'est pas dit que ce qu'il dit est réellement ce qu'il sent. Donc, il joue un jeu. Et c'est parce que justement, il n'y a pas de concordance entre ce que le poète dit et ce qu'il ressent réellement que Platon considère justement les poètes comme un menteur. Pas seulement le poète, même l'homme du théâtre, le comédien. Oui. Le comédien est également un menteur parce qu'il fait de la comédie. Il joue de la comédie. Ce qu'il joue en scène n'est pas nécessairement ce qu'il pense réellement. C'est ce dédoublement-là. C'est le fait que l'artiste joue un jeu qui en fait énerve Platon. Au point que finalement, il finit par considérer que les artistes sont des menteurs parce qu'ils vendent aux hommes des illusions. Ce sont des illusionnistes. Et il utilise même d'ailleurs une figure. Les artistes créent de l'illusion exactement comme l'illusion que nous avons lorsque nous regardons dans un miroir. Le reflet de nous que nous avons dans un miroir est illusoire et c'est exactement ce qui caractérise les artistes. Donc c'est à cause du fait que les artistes créent du double. Oui. Crée quelque chose d'irréel, différent de ce qu'ils pensent réellement, que en fait Platon considère qu'ils n'ont pas leur place dans la République. Mais attention, malgré le fait justement que Platon est allé jusqu'à envisager d'exclure de la République les poètes, Oui. eh bien, il reste que les artistes, les hommes de lettres, jouent un rôle extrêmement important dans la République, dans la mesure où ils doivent créer de belles œuvres. Parce que, comme il est dit, les enfants grandissent harmonieusement bien lorsqu'ils sont entourés de belles œuvres. Donc, il y a un rôle pédagogique très important que Platon confère aux artistes, malgré le fait que dans certains dialogues, j'insiste dans certains parce que chez Platon, il y a plusieurs dialogues où il évoque justement les artistes. Dans certains dialogues, comme dans la République, il envisage de les exclure, mais dans d'autres dialogues, il reconnaît qu'effectivement les artistes ont leur rôle dans la République parce que les enfants, lorsqu'ils sont entourés de belles œuvres, eh bien, ils grandissent de manière harmonieuse. Qu'est-ce qu'il entend par belles œuvres? Un exemple? Oui, en fait, les belles lettres, bon, parlons plutôt des beaux-arts. Beaux-arts. Il faut considérer que la manière dont Platon entendait les beaux-arts Oui. n'est pas exactement la manière dont nous les entendons aujourd'hui. Ce que Platon appelait les beaux-arts se caractérise par une chose. Laquelle? C'est en fait sa théorie de l'inspiration. Oui. Hein. Pour bien comprendre, il faut remonter vers sa théorie de l'inspiration. Que dit Platon à propos de l'inspiration? À propos de l'inspiration, Platon dit que les artistes, dans leur inspiration, ils sont habités par les muses. Oui. Les muses, ce sont les dieux, justement, des artistes, ceux qui inspirent les artistes. Donc, pour qu'un artiste puisse créer, il doit être habité par une muse ou par des muses. Ouais. Et donc, les belles œuvres, ce sont les œuvres qui sont issues de cette habitation, de cette habitation en fait par les muses, par cette inspiration par les muses. Donc toutes les œuvres, toutes les pratiques artistiques, que ce soit les belles lettres,
que ce soit les beaux-arts, c'est-à-dire l'architecture, la sculpture, la peinture, eh bien, tous ces arts supposent l'inspiration au sens justement d'une, j'allais dire, d'une prise de possession. C'est ça. Parce qu'en fait, chez lui, l'inspiration, c'est vraiment une possession. L'artiste n'est plus maître de soi. Il est sous le contrôle de la muse qui a pris possession de lui et il devient en fait l'instrument au service de cette muse pour son expression. Et donc, toutes les activités humaines où la muse est, j'allais dire, l'acteur principal qui prend possession du créateur, eh bien, sont considérés par lui comme des arts. Mais attention, chez Platon, même les hommes politiques sont possédés par les muses. Donc en fait, Platon considère que toutes les activités humaines transformatrices supposent en fait la possession par les muses. Et donc on peut dire, pour nous résumer, que les belles lettres et les beaux-arts chez Platon se caractérisent principalement par le fait que on ne les crée que sous la possession d'une muse. Êtes-vous de ceux qui pensent que le philosophe est le représentant de la raison et du savoir, alors que le poète est le représentant de l'inspiration et de l'émotion? Oui, on serait tenté de le dire, hein, on serait tenté de le dire, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans l'histoire de la philosophie, les philosophes se sont souvent méfiés de la poésie, et d'ailleurs, durant nos formations, il arrivait parfois qu'on entende dire de certains philosophes que ce n'étaient pas des philosophes à proprement parler, mais c'était des poètes. Je crois que vous connaissez la blague à l'Université catholique du Congo entre le professeur Tchamalenga à l'époque et le professeur Ngimbi Tseka. Et Tchamalenga qui considérait que Gabriel Marcel, sur qui la Ngimbi Tseka avait fait sa thèse de doctorat, était plus un poète qu'un philosophe. Oui, donc on a tendance à penser que chez le poète, c'est l'émotion, alors que le philosophe se caractérise par le déploiement d'une pensée rationnelle. Mais je vais peut-être vous surprendre, l'activité du poète est également une activité rationnelle. Réflexive. Disons plutôt que ce sont deux manières d'user de la raison différentes. Mais on ne peut pas penser que le poète se caractérise uniquement par l'émotion. Non, c'est une manière d'utiliser la raison. Quelqu'un aurait dit, même si la formule n'est pas très heureuse, que c'est une raison plus intuitive plutôt qu'analytique, comme nous la trouvons en philosophie. Mais il faut considérer qu'effectivement la poésie est un usage de la raison. On n'a jamais vu une chèvre faire de la poésie. S'il n'y a que l'homme qui fait de la poésie, et que ce qui caractérise l'homme est la raison, c'est qu'effectivement la poésie est un mode d'usage de la raison. Pour Heidegger, la poésie, c'est une manière d'accéder à la pensée. Oui, oui. Comment? Et d'ailleurs, pour lui, pour Heidegger, il faut comprendre la poésie au sens étymologique du terme. La poésis, c'est la production. Et c'est la production. Donc, fondamentalement, chez lui, il le dit, tout art, même la sculpture est un poème. La peinture est un poème. Au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la poésie comme production. Donc tous les arts sont des productions. Mais ce qui caractérise principalement la poésie en tant que littérature, c'est le fait que, pour Heidegger, elle est au-delà, et peut-être on pourrait aussi dire en deçà, d'une pensée rationnelle, d'une pensée conceptuelle, Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle? Ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle, c'est qu'elle institue entre le sujet et l'objet un écran. Cet écran, justement, c'est le concept. En fait, nous parlons des choses, mais nous ne parlons pas des choses directement, nous parlons des choses par l'intermédiaire des concepts que nous avons élaborés sur ces choses-là. Or, qu'est-ce qui caractérise le concept?
Ce qui caractérise les concepts, c'est la réduction que le concept opère. Oui. Quand j'ai par exemple devant moi une table, eh bien je finis par le réduire en un ensemble de caractéristiques. Ce qu'on appelle d'ailleurs en logique la compréhension du concept. Oui. Par exemple, un pied et une surface plane. Et je réduis donc la table à quelques éléments. Je réduis donc la table à quelques éléments. À la fin, je peux parler de la table à partir de quelques éléments que j'ai réduits de cette table-là. Et donc, ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle d'après Heidegger, oui, c'est le fait que le concept est réducteur. Et réducteur de l'objet, alors que le poète a une expression. C'est vrai, on a l'impression que c'est des concepts qu'il utilise, mais ces concepts instituent, pour ainsi dire, un lien plus intime, oui, entre le sujet et l'objet. Et on a l'impression que l'objet est senti et pas simplement conceptualisé, c'est-à-dire analysé. Et donc il y a comme une intimité que la poésie instaure entre le sujet et l'objet, alors que la philosophie, par l'analyse qu'elle impose, éloigne l'objet de, pas seulement la philosophie, hein, même la science. Hein. Oui. La science et la philosophie créent un écran entre le sujet et l'objet, cet écran que représentent les concepts. Donc, pour Heidegger, la pensée conceptuelle est plus proche de la vérité parce que précisément elle tend à éliminer la distance entre le sujet et l'objet, distance que la philosophie et la science imposent à travers les concepts. Pour lui également, le langage poétique, c'est le langage par excellence. Oui, c'est le langage par excellence. C'est le langage qui révèle la chose dans sa nudité. Dans sa nudité, dans son intimité. Oui, donc c'est cela. C'est ce qui fait la supériorité du langage poétique par rapport au langage philosophique et scientifique. Parce que précisément dans le langage poétique, le lien, la relation entre le sujet et l'objet est, pour ainsi dire, la distance est supprimée. Et il y a comme une intimité entre le sujet et l'objet, alors que dans la philosophie et dans la science, la distanciation entre le sujet et l'objet est nette. Okay. Professeur, j'ai là entre mes mains l'une de vos dernières publications, L'invention des possibles, la rationalité technoscientifique face aux défis du sous-développement en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, avant qu'on entre dans le vif du sujet, sur le terme raison, rationalité technoscientifique? La raison, vous savez, il y a des termes, un peu comme disait Saint Augustin, oui, des termes qu'on croit savoir tant qu'on ne nous a pas encore posé la question sur ce que c'est. Et aussitôt qu'on nous pose la question sur ce que c'est, eh bien, nous avons l'impression que nous ne connaissons pas. Oui. Saint Augustin le disait à propos du temps, mais je crois qu'on peut le dire aussi à propos de la raison. Qu'est-ce que la raison, en fin de compte? Eh bien, la raison, si nous nous recherchons ses origines grecques, ouais, et romaines, peut être simplement définie comme cette faculté que nous avons de comprendre les choses. Voilà. C'est cette faculté que nous avons de comprendre les choses et de les expliquer. Elle est l'apanage de tout homme. Elle est l'apanage de tout homme. Okay. En principe. Elle est l'apanage de tout homme. Tout homme est doué de raison pour autant qu'il est capable de comprendre les choses et de les expliquer. Oui. On peut trouver plusieurs niveaux d'explication. C'est vrai, hein, même dans l'histoire, l'homme a eu plusieurs niveaux d'explication, l'explication mythologique, l'explication philosophique et finalement l'explication scientifique. Mais quel que soit les types d'explication, eh bien, ce qui caractérise la raison, c'est cette capacité d'expliquer et de comprendre. Alors, la rationalité, c'est quoi? La rationalité, c'est la caractéristique justement de ce qui est rationnel. C'est la caractéristique de ce qui est rationnel. C'est l'attribut que nous pouvons donner aux productions de la raison. La raison, lorsqu'elle s'actualise, eh bien, elle produit des rationalités. Des rationalités, c'est-à-dire ses œuvres
notamment la science est une irrationalité, la philosophie est une irrationalité, le mythe est une irrationalité, et pourquoi pas la poésie également est une irrationalité. La rationalité est un processus. La raison plutôt. La raison est un processus, oui. Et la rationalité? La raison peut être considérée comme un processus. Oui. La rationalité peut être considérée comme une production de la raison. Voilà. C'est comme ça que parfois on parle de la diversité des rationalités, oui, au sens d'une diversité de la raison, de diversité des modes d'utilisation de la raison. La rationalité est une capacité. Lorsqu'elle s'actualise dans ces différentes productions, eh bien, elle produit des rationalités. Et ce sont ces productions de la raison donc qu'on appelle des rationalités à proprement parler. Et la rationalité techno-scientifique. Voilà, la rationalité techno-scientifique, donc, elle est un mode d'usage de la raison. J'aime plutôt utiliser ce terme de rationalité comme mode d'usage de la raison. Et de ce point de vue, donc, tout à l'heure, nous parlions de la poésie. La poésie est un mode d'usage de la raison. La philosophie est un mode d'usage de la raison. Et la science et la technologie constituent effectivement un mode d'usage de la raison. Alors, qu'est-ce qui caractérise la rationalité techno-scientifique? Fondamentalement, on peut définir la rationalité techno-scientifique par deux caractéristiques. Il y a d'abord la cohérence interne, oui, de son discours, la science et la technologie, parce qu'aujourd'hui, en fait, la technologie est devenue à une dimension théorique également. Hein. Il n'y a pas que la science qui se théorise, même la technologie aujourd'hui se théorise, dans la mesure où elle constitue un savoir. Et bien, ce qui les caractérise, c'est d'abord ce souci de cohérence, mais les soucis de cohérence, nous les trouvons dans toutes les formes de rationalité. La deuxième caractéristique de la rationalité techno-scientifique, c'est ce qu'on peut appeler l'expérimentalité, c'est-à-dire le souci de soumettre au contrôle expérimental les théories dont on a préalablement établi la cohérence. Donc, souci de cohérence et souci de vérification sont là les deux caractéristiques de la rationalité techno-scientifique en tant que telle. L'invention des possibles. La rationalité techno-scientifique face aux défis du sous-développement en Afrique subsaharienne. Pouvez-vous reformuler ce titre en des termes moins savants que peut comprendre même les communs des mortels? Oui, il n'est pas si savant que ça. Il n'est pas si savant que ça. En fait, peut-être pour vous et moi, et oui, c'est pas plus savant, mais pour ceux qui nous suivent. Oui. Et... En fait, l'invention des possibles. Oui. J'allais presque simplement dire que ce qui fait la rationalité, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Je crois que c'est ce que j'ai dit. La rationalité est simplement une capacité à résoudre les problèmes. Et la rationalité scientifique, oui, est la capacité de résoudre les problèmes de manière scientifique et technologique. Alors, on pourrait reformuler ce titre en disant simplement comment la science et la technologie peuvent aider l'Afrique à résoudre ses problèmes liés à son défi, au défi du sous-développement auquel elle fait face, l'Afrique subsaharienne particulièrement. Donc en fait, on pourrait simplement dire technosciences et défi du sous-développement en Afrique. Voilà, c'est tout simplement cela. Là, ça devient clair. Voilà, c'est si clair. Mais ce que je voulais souligner, en fait, c'est le fait que je voulais insister sur le fait que la rationalité est fondamentalement une invention. Et une invention des possibles. Des possibles qui sont considérés comme des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est cela. Si nous ne sommes pas capables de résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'aide de notre raison, c'est qu'il y a effectivement un problème dans notre humanité. Okay. Vous dites quelque part dans votre livre, je cite, « Pour garantir son futur, l'Afrique semble ne pas se convaincre qu'elle doit opérer un choix pour la promotion des valeurs de la rationalité technoscientifique et pour une rationalisation de la vie sociale. » Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Oui, je considère que l'Afrique est confrontée à plusieurs défis.
défis sur le plan de l'organisation socio-politique, défis sur le plan de l'appropriation de notre espace vital, et donc ce qu'on appelle communément le développement, l'appropriation de notre espace vital pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, des problèmes de survie, tout simplement. Et aujourd'hui, il est établi que les sociétés qui ont réussi à résoudre ce genre de problèmes ont eu recours aux sciences et aux technologies. Elles ont fait le choix de s'investir dans les sciences et dans la technologie pour résoudre leurs problèmes. Or, je n'ai pas l'impression, quand je regarde les sociétés africaines, qu'elles comprennent effectivement que la résolution de nos problèmes implique, d'abord sur le plan de l'organisation sociopolitique, une rationalisation de notre organisation sociopolitique. C'est-à-dire une gestion politique basée sur des principes rationnels et pas simplement des principes émotifs. Et j'ai l'impression que nous ne comprenons pas qu'effectivement, nous devons rationaliser nos institutions. Nous devons rationaliser la gestion de notre cité. Et en même temps, je n'ai pas l'impression que nous comprenons que la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés, la faim, j'allais dire la faim sans fin, pour parler comme un de mes collègues professeurs, la faim sans fin à laquelle nous sommes confrontés, les maladies, les problèmes d'infrastructure, eh bien, ces problèmes ne peuvent trouver solution que par un réel investissement dans les sciences et dans les technologies. Or, malheureusement, je n'ai pas l'impression que nos États prennent la décision véritablement de s'investir, de s'approprier les sciences et les technologies pour résoudre ce problème. Je n'ai pas l'impression, qu'il y a un véritable engagement que nous prenons pour résoudre nos problèmes à l'aide des sciences et des technologies. Voilà pourquoi donc j'invite ces sociétés à s'approprier les sciences et les technologies qui constituent aujourd'hui la seule alternative possible par rapport à notre futur. À notre futur. Quelles sont les conditions de cette appropriation de la science et des techniques par l'Africain? Oui, mais je pense que la première des conditions, justement, c'est la volonté, la détermination politique. La détermination politique, c'est-à-dire un réel engagement politique à s'approprier les sciences et les technologies. Cela s'est traduit par ce qu'on appelle les politiques scientifiques et technologiques. Les politiques scientifiques et technologiques, c'est un ensemble de stratégies qu'un pays arrête pour qu'elle puisse intégrer dans son programme de développement les sciences et les technologies comme moyen de développement. Et il faut donc, la première des conditions, c'est que nos États doivent élaborer de véritables politiques scientifiques ambitieuses et réalistes. Mais il ne suffit pas de les élaborer parce que dans nos pays, nous avons vu à plusieurs reprises des grands discours, des grands moments de réflexion où des politiques scientifiques ont été élaborées, mais qui n'ont jamais été appliquées. Donc, il ne suffit pas simplement d'élaborer des politiques scientifiques ambitieuses et réalistes, mais il faut réellement les appliquer. Et appliquer ces politiques scientifiques implique des mesures économiques, notamment affecter les moyens qu'il faut aux sciences et aux technologies, mais également sur le plan éducationnel, investir véritablement dans l'éducation pour que cette éducation puisse conduire à une réelle appropriation des sciences et des technologies. Vous avez parlé de politique scientifique. Est-ce qu'il y en a dans notre pays? Oui, il y a eu des moments où notre pays a élaboré, j'allais dire, des linéaments, si on peut les appeler ainsi, d'une politique scientifique, principalement à trois moments. D'abord, dans les années 70, il y a eu un colloque très intéressant, très important, organisé par le président Mobutu à l'époque à Lansele. On l'a appelé le colloque sur la politique scientifique. Donc, des spécialistes de plusieurs disciplines étaient réunis à Lansele pour élaborer un document de politique scientifique. Le deuxième moment, c'était à la conférence nationale souveraine. Vous savez qu'il y a eu une commission de la recherche scientifique et technologique et au terme de la conférence nationale souveraine, il y a eu un rapport de la commission de la recherche scientifique et technologique qui a pris des résolutions, qui a élaboré des recommandations pour
l'appropriation des sciences et des technologies au Congo. Et le troisième moment, c'est les états généraux de la recherche scientifique et technologique en 2005. Où également des options ont été levées, des options politiques, économiques ont été levées pour une appropriation des sciences et des technologies. Mais le malheur dans notre pays, c'est que toutes ces belles résolutions sont restées sans lendemain. Parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique pour une appropriation des sciences et des technologies. Quelles sont les pistes que vous proposez pour une bonne appropriation de la science et des techniques au Congo, par exemple? Oui, en fait, il y a plusieurs pistes. Oui. La première, c'est que notre pays d'abord commence par appliquer les textes qu'il a lui-même ratifiés, notamment les textes de l'UNESCO, Oui. qui imposent normalement autour de 3% du budget national affecté à la recherche scientifique et technologique. Donc si déjà notre pays commence d'abord par respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'UNESCO en affectant autour de 3% du budget national à la recherche scientifique et technologique, ça sera déjà une très bonne chose. Mais en plus, il me semble que la recherche scientifique et technologique telle qu'elle est organisée dans notre pays, eh bien, doit encore être repensée. Il faut une véritable réforme institutionnelle, c'est-à-dire revoir l'organisation de la recherche scientifique et technologique au pays. Les structures telles que nous les avons sont devenues désuètes. Elles sont dépassées. Donc il faut une réforme dans l'organisation et dans la gestion de la recherche scientifique et technologique. Mais évidemment, il faut donc que le pays prenne résolument le courage de s'engager, à appliquer les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'UNESCO pour donner à la recherche scientifique les moyens dont il a besoin, mais également il faut revisiter l'organisation de la recherche scientifique au Congo pour mettre en place des institutions qui soient plus efficaces que celles que nous connaissons aujourd'hui, qui ont montré leurs limites. La rationalité techno-scientifique, vous l'envisagez sous quelle forme? Une rationalité close, une rationalité ouverte? Comment la concevez-vous? Oui, je crois que fondamentalement, la science est une rationalité ouverte, fondamentalement. Ouverte pourquoi? Parce qu'elle est publique. Publique, c'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer. Oui. Je crois que c'est ce qui distingue la science de ce que les gens, permettez-moi, dans notre société, j'entends parfois les gens dire Azamutaba science. Oui. Mais les sciences dont les gens parlent, ce n'est pas la science à proprement parler. C'est les sciences mystiques. Voilà, l'occultisme. Les sciences, oui. Ils utilisent même le terme occulte. Non, fondamentalement, la science n'est jamais occulte. La science est fondamentalement publique. Oui. C'est-à-dire qu'elle se présente à tous. Tous peuvent l'apprendre et tous peuvent y contribuer. Il est un savoir ouvert parce que précisément c'est un savoir public et un savoir auquel tout le monde peut contribuer. Donc, j'aimerais que ceux qui nous suivent désormais n'utilisent plus ce terme science occulte. Non, c'est contradictoire. Une science ne peut pas être occulte. La science est fondamentalement ouverte. Elle est publique, elle s'enseigne et tout le monde peut l'apprendre, tout le monde peut en discuter. Ce n'est pas un savoir qu'on va pratiquer dans un coin sombre avec une bougie ou je ne sais pas quoi. La science, elle se pratique publiquement, elle s'argumente et tout le monde peut y participer. Donc, s'il y a des gens qui vont pratiquer un savoir dans un coin sombre avec une bougie, eh bien, ce n'est pas de la science. Ça, c'est appeler ça autre chose, mais ce n'est pas de la science. Et ce n'est pas non plus de la philosophie, parce que la philosophie, fondamentalement, elle est un savoir ouvert, parce que précisément public, parce que pouvant être remis en question. Ce n'est pas un savoir où il y a un gourou qui vous dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Non, en science, il n'y a pas de gourou. C'est un savoir qui est ouvert à tous, que tout le monde peut apprendre, que tout le monde peut contester, parce que ce qui fait
la sève ou le moteur même de la science, c'est la critique. La science évolue parce que justement ces théories sont remises en question. Je vous connais épistémologue et vous savez, l'un des plus grands épistémologues du siècle passé, Karl Popper, oui, qui a justement souligné le fait que ce qui fait le dynamisme de la science, c'est la réfutabilité ou la falsifiabilité de ces théories. La capacité pour ces théories d'être remises en question. Donc, pour me résumer, la science est ouverte, est une rationalité ouverte, parce qu'elle est publique, oui, et donc peut être remise en question peut être apprise par tout le monde, et elle est ouverte parce qu'elle est marquée par la remise en question par la critique. Ces théories ne sont jamais des dogmes, ils peuvent être remises en question ici ou à tout moment. Est-ce qu'en Afrique, nous n'avons pas d'autres rationalités que nous pouvons associer à la rationalité technoscientifique pour notre développement? Oui, c'est évident, c'est ce qu'on appelle les savoirs endogènes, oui, les savoirs et les technologies endogènes. Nous avons en Afrique deux savoirs. Malheureusement, vous savez ce que nous pouvons regretter dans nos savoirs en Afrique, c'est que précisément, ils n'ont pas la caractéristique de savoir telle que je viens de le décrire. Les deux caractéristiques-là, oui, la publicité, oui, et le caractère critique. Beaucoup de savoirs que nous avions en Afrique qui ont été très efficaces. Vous savez, en Afrique, on n'a pas attendu l'avènement de l'homme blanc pour nous soigner. Et il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, des peuples qui se soignent avec leur propre savoir médical, avec la pharmacopée traditionnelle. Mais ce qui fait, j'allais dire, la stagnation de nos savoirs, c'est le fait justement qu'ils n'ont pas bénéficié d'une publicité qui aurait pu sans doute les aider à s'améliorer et ne se sont pas souvent soumis à cette critique qui aurait pu leur permettre d'éprouver non seulement leur efficacité, mais également de s'améliorer en tant que tel. Donc il est plus que temps, effectivement, que nous puissions aller à la recherche de nos savoirs, parce qu'il y en a effectivement dans plusieurs domaines, dans le domaine de la pharmacopée, dans les domaines de l'agriculture. Nous avons des savoirs qui nous ont permis de vivre pendant des siècles, de résoudre des problèmes pendant des siècles. Eh bien, il est temps que nous puissions également les étudier avant qu'ils ne puissent totalement disparaître. Et tout comme les technologies, nous avons plusieurs technologies qui ont fait leurs preuves par le passé, mais que nous avons besoin d'adapter en fait aux exigences de la modernité. Et donc il est temps que nous puissions aller les étudier pour que ces technologies et ces savoirs ne puissent pas disparaître. Parce que vous savez, l'égoïsme qui malheureusement parfois caractérise les détenteurs de ces savoirs est tel qu'ils préfèrent parfois mourir avec leur savoir plutôt que de les léguer. Et donc il est temps, avant que tous ces savoirs ne puissent disparaître, que nous puissions effectivement nous mettre à les étudier pour voir comment nous pouvons les intégrer dans la modernité. Oui. Professeur, la science et la technologie constituent à l'heure qu'il est le fondement de la société. Mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe là, en Afrique surtout. Nous aimons la science, nous aimons le produit de la science sans en comprendre leur mécanisme, leur fonctionnement. La science devient à ce moment-là comme une sorte de sorcellerie. En fait, nous sommes marqués par ce qu'on appelle l'émerveillement. Oui. Nous sommes des consommateurs émerveillés. Voilà. Nous sommes des consommateurs émerveillés. Mais justement, ce à quoi le livre invite, oui, c'est justement de passer de ce statut de consommateurs émerveillés au statut de participants à cette belle aventure de production des sciences et des technologies. Cessons d'être simplement des consommateurs émerveillés, oui, et devenons des participants à cette aventure de production des sciences et des technologies. Il y a des pays qui sont en train de faire, même en Afrique, vous savez, j'aime pas que nous puissions croire que l'Afrique est une.
Non, l'Afrique est multiple. Oui. L'Afrique est multiple. Il y a des efforts qui sont fournis dans certains pays pour que l'Afrique puisse commencer à participer. Vous avez suivi il y a quelques jours l'Éthiopie qui vient de mettre sur orbite, c'est vrai, ce n'est pas avec sa fusée, mais l'Éthiopie vient de mettre sur orbite son satellite. Ah bon? Un satellite conçu par les Éthiopiens eux-mêmes. Donc il y a des efforts qui sont fournis au niveau de l'Afrique. Il y a dans certains pays des jeunes ingénieurs qui produisent des tablettes. Je crois que c'est le cas même ici au Congo, oui, où un jeune homme a produit une tablette typiquement congolaise. À Brazzaville également, il y a, semble-t-il, des smartphones de production congolaise. Donc il y a des efforts qui sont fournis pour une appropriation des sciences et des technologies, mais ces efforts méritent d'être encouragés et surtout d'être organisés pour qu'il y en ait davantage. Quelles sont les conditions à remplir par nos États pour que la science et la technique contribuent véritablement à relever les niveaux de vie? Mais comme je l'avais dit, la première des choses pour nos États, vous savez, en Afrique, nous avons des peuples d'un dynamisme extraordinaire. Oui. J'ai l'habitude de dire que dans beaucoup d'États africains, je ne dis pas tous parce qu'il y a effectivement des pays des Africains qui nous surprennent agréablement. Oui. Mais la plupart des fois, j'ai l'impression que nos pays sont comme des cuisines où vous avez tout. De belles recettes, c'est-à-dire que les vivres sont là, tout est là, les ingrédients sont là. Mais ce qui manque à la plupart de nos États, c'est des bons cuisiniers. Vous savez, c'est comme si nous avions dans nos cuisines tous les mets qu'il faut, oui, mais il nous manque justement des cuisiniers pour préparer cela. Et nous avons souvent des mauvais cuisiniers qui viennent tout gâcher. Et je crois que ce qu'il faut en Afrique, c'est véritablement un leadership innovant. Des leaders qui comprennent le sens de l'évolution du monde, qui comprennent véritablement qu'aujourd'hui, les États qui émergent, ce sont les États qui ont investi dans les sciences et les technologies. Ces États que nous appelons aujourd'hui les États émergents, notamment les États du BRICS, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, c'est des pays qui ont investi dans les sciences et dans les technologies. Il n'y a pas d'émergence. J'entends souvent ici au Congo des slogans du genre RDC pays émergent en 2035, RDC. Il n'y aura pas d'émergence au Congo tant que nous n'aurons pas compris que la voie de l'émergence, c'est l'investissement dans les sciences et dans les technologies. Donc la première des choses, c'est véritablement de promouvoir un leadership qui comprend véritablement la voie de l'émergence, oui, l'investissement dans les sciences et dans les technologies. Et lorsqu'ils l'auront compris, lorsque ces leaders l'auront compris, eh bien, ils pourront passer à la phase de l'élaboration des politiques scientifiques et ils pourront apporter les moyens qu'il faut à cette politique scientifique pour qu'elle soit véritablement porteuse de développement. Professeur, là, nous touchons à la fin de notre émission. Mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission de réflexion sur la littérature, la culture, la vie? Non, je salue, j'allais presque dire, la muse qui vous a inspiré pour que vous puissiez créer cette émission. Vous savez, il y en a très peu dans l'espace médiatique congolais des émissions de ce genre. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez davantage faire rayonner cette émission pour que le public congolais puisse comprendre l'importance de l'écriture. Oui. Vous savez, je trouve très injurieux cette phrase qui dit que si vous voulez cacher une information à un noir, eh bien, il suffit de la mettre par écrit. Parce que précisément, il ne la trouvera pas, puisqu'il ne lira pas. Donc, je crois que
nous devons comprendre que il n'y a pas de culture sans lecture. Et que nous devons justement apprendre surtout à notre jeunesse, à aimer les livres, à lire. Ce n'est que par la lecture que notre jeunesse pourra se cultiver. Et plus elle sera cultivée, plus elle sera capable de contribuer efficacement au développement de son pays. Donc, je salue, comme je l'ai dit, la muse qui vous a inspiré et je souhaite vraiment bon vent à cette émission Les Belles Lettres. Merci. Merci beaucoup, M. Kalou. Nous vous disons merci pour vous être disposé à nous et pour nous avoir enrichis, puisque vous avez été vraiment, et alors vraiment, une source à laquelle nous nous sommes abreuvés. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, M. Kalombo. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes, nous disons merci pour l'attention que vous nous avez accordée et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.